Bienvenue dans Cultiver la biodiversité, le podcast qui vous dit pourquoi la biodiversité c'est un trésor à cultiver. Je suis Estelle Serpollet. Je suis Emma Flippon. Nous sommes ingénieurs agronomes spécialistes de la biodiversité cultivée et passionnés par la sélection participative. Ici, on vous parle de graines, de celles et ceux qui les cultivent et les étudient, de semences paysannes mais pas que, d'autonomie des agriculteurs, de collectifs, parce que les semences sont à la base de notre alimentation. Bref, on vous donne des clés pour comprendre l'importance de la diversité génétique dans les systèmes agricoles et des outils pour agir. Cultiver la biodiversité, épisode 21, rencontre avec Daniel et ses mélanges de blé. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Daniel Fortin, qui est paysan dans la Manche. Il va se présenter. C'est quelqu'un que vous avez déjà pu entendre dans Cultiver la biodiversité, puisqu'il était un des membres de la table ronde de l'épisode 12, qui avait pour sujet la biodiversité des opportunités à transformer. Donc si vous voulez avoir déjà un petit peu le sujet sur lequel Daniel travaille, eh bien vous pouvez commencer par écouter cet épisode 12, ou alors aller l'écouter après. Mais voilà, là on va parler vraiment plutôt que de lui. Alors, Daniel, bonjour. Bonjour. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et, comme tu es agriculteur, mais pas que, eh bien, nous parler un petit peu de ta ferme ? Ouais. Alors, Daniel Fortin, moi je suis paysan meunier dans le sud de la Manche, donc à 20 minutes d'Avranches, sur une petite commune qui s'appelle Le Mesnil-Gilbert. Donc, je suis installé, moi, depuis le 1er janvier 2004, sur une 60aine d'hectares, et au départ avec un troupeau de vaches laitières. Et puis en 2017, mon épouse Rachel est venue s'installer avec moi sur la ferme pour développer un fournil à la ferme, une activité de boulange, voilà, de pain, de paysan boulanger. Donc je me suis mis à lui cultiver du blé ancien dès le départ, parce que c'était sa commande, entre guillemets. Donc on a réussi, grâce à notre réseau, à se procurer de quoi semer déjà 3,5 hectares de blé ancien dès le départ, ce qui était déjà énorme, parce que ce n'est pas forcément des semences faciles à se procurer. Et puis je me suis dit, ça m'a un peu plu cette histoire, je me suis dit, tiens, il y a un truc à creuser. C'est vrai qu'au bout de 20 ans d'éleveur, j'avais besoin de passer à autre chose, pour plein de raisons. Et du coup, je me suis dit, tiens, j'ai beaucoup lu, je me suis formé un peu, et je me suis dit, tiens, il y aurait sûrement matière à développer quelque chose là-dessus. Donc, de petit à petit, on est passé de 3,5 hectares à 8 hectares, 14 hectares, et puis maintenant, on a diversifié. Il n'y a pas que du blé, il y a maintenant du petit épeautre, du grand épeautre et du seigle. On est sur 23 hectares là, de céréales cette année. Voilà. Donc, on a diminué l'élevage. C'est-à-dire qu'avant, on faisait 80% de lait, 20% de pain. Maintenant, on fait 40% de farine, 40% de lait et 20% de pain. Voilà. Donc la meunerie est vraiment devenue une vraie activité dans le RL L'Ami des Vaches, qui est le nom de notre structure. Et puis je dirais même que c'est l'activité qu'en tous les cas, moi, j'ai envie de développer encore un petit peu plus à l'avenir, tout en gardant l'élevage quand même, parce que l'élevage amène une synergie qui est intéressante au niveau des assolements. Moi, je trouve qu'en bio, pour avoir des céréales qui ont un minimum de rendement, qui soient propres, avoir une tête de rotation en prairie, c'est quand même plus qu'important. Donc voilà, les vaches, elles ont cet avantage-là de valoriser l'herbe, de nous produire du fumier, et du coup, qu'on composte pour mettre dans les champs, et puis valoriser la paille, le son. Donc voilà, il y a une vraie complémentarité. Puis bon, voilà, c'est une activité que moi j'ai toujours fait, à laquelle je reste attaché, qui a sa pertinence chez nous, et accessoirement aussi qui est assez stable, au moins dans ses revenus. Donc économiquement, ça permet aussi d'avoir un socle stable pour pouvoir développer la meunerie, qui se développe bien maintenant, mais voilà, qui est sujet, comme toute activité de commerce, à des variations. Donc c'est complémentaire à tout point de vue, quoi. Agronomique, économique, de goût aussi pour moi, parce que j'aime bien le matin me lever, aller m'occuper de mes vaches pendant 2-3 heures. C'est un peu mon sport du matin, c'est ma base dans ma vie, quoi. Et puis après, la journée s'ouvre sur toute autre chose. Voilà, en 2 mots. Merci beaucoup. Alors là, j'ai entendu pas mal de choses et ça m'amène à te poser la question de qu'est-ce que c'est que la biodiversité cultivée pour toi ? Alors, je maîtrise pas trop le concept. Je pense que je le pratique sans le savoir, sûrement comme beaucoup de gens. C'est vrai que
Bon, moi, j'ai toujours eu un peu la fibre écolo, entre guillemets, hein. C'est vrai qu'au départ, j'étais en conventionnel, mais j'ai tout de suite voulu travailler beaucoup sur le pâturage. Donc, diversifier les fleurs des prairies, etc. Déjà, j'étais déjà sur cette approche-là. Je faisais un petit peu de maïs, mais déjà, j'avais intégré des herbages mécaniques, etc. Donc, et puis, en 2009, j'ai vraiment choisi de passer en bio parce que c'était un aboutissement. Et puis, la crise du lait m'y a aidé aussi à franchir le pas. Et puis, après, c'est vrai que je dirais, elle n'est pas que cultivée, la biodiversité, parce qu'elle peut aussi être sur les animaux. Parce que moi, comme j'ai un troupeau de vaches laitières, c'est vrai que j'avais une base plutôt normande, de race normande. Mais je suis allé chercher des fois d'autres fonctionnalités, notamment de la rusticité, de la vigueur, de la musculature sur d'autres croisements. Donc j'ai aussi fait de la biodiversité génétique sur mes animaux. Et puis donc maintenant, bien sûr, sur les cultures, déjà, c'est vrai que la commande de Rachel et ses besoins en fournil et son envie de travailler des blés anciens m'a tout de suite orienté là-dessus. Puis c'est vrai que j'ai bouquiné, j'ai fait quelques formations, me suis renseigné. Je suis allé à quelques journées Triptolem. Et puis voilà, tout de suite, je me suis un peu orienté, passionné pour cette biodiversité cultivée. C'est vrai que du blé en pur, par goût, c'est pas ce que j'aurais envie de développer. Puis après, c'est vrai que quand on commence à s'intéresser à la meunerie, on voit bien que le paysage des boulangers de la meunerie, c'est quand même un paysage aujourd'hui qui est très concentré, où il y a quelques grosses entreprises qui ne cessent de grossir et qui développent des choses simples et en volume, mais qui sont très compétitifs. Donc moi, en tant que petit agriculteur, paysan meunier, aller me mettre à faire du blé moderne, être en concurrence même avec des meuniers artisanaux qui sont 20-30 fois plus gros que moi, je vois pas trop le positionnement stratégique et puis j'apporte rien au monde, quoi, de neuf. Donc pour moi, la biodiversité cultivée aussi, c'est un goût personnel et c'est une capacité de création parce qu'on peut créer les mélanges qu'on veut, s'orienter vers ce qu'on a envie vers ce qu'on aime déjà en termes de goût et de conduite culturelle, et puis ce qu'on a envie de proposer. Et puis c'est aussi une manière de se démarquer, de proposer des choses différentes qu'un grand meunier ou des grandes filières vont pas pouvoir proposer. Et voilà, comme on est sur des petits volumes, c'est cohérent avec un peu une stratégie de niche où nous, on peut peut-être faire ce travail-là de multiplier au champ des mélanges qu'on décide de favoriser ou pas pour proposer des farines atypiques, quoi, que d'autres n'oseront peut-être pas ou par simplicité voudront pas faire. Moi, c'est un peu ça mon dada, quoi. Proposer ce qui n'existe pas ailleurs, quoi. Ok, donc il y a une notion un petit peu d'unicité ou comment on peut dire, d'originalité pour toi qui est liée à la biodiversité cultivée. Ouais, et puis ce qui est intéressant, je pense, c'est qu'on peut l'adapter chez soi, alors à sa manière de cultiver, à sa manière de vouloir travailler. Et puis moi, par exemple, ça fait très longtemps là que je cherchais dans la littérature des blés originaires du Sud-Manche, des blés normands. Et on les a un peu perdus. Alors, à force de chercher, j'ai fait la rencontre avec l'association Triticum, qui, elle, par exemple, a retrouvé le Jaffette. Et le Jaffette, c'est un blé qui a été cultivé au 19e siècle dans la baie du Mont-Saint-Michel, donc dans tout le Sud-Manche, pile chez moi. Donc là, par exemple, tout de suite, grâce à Triticum, j'ai 400 mètres carrés de ce blé-là, que je suis en train de multiplier, voilà, que j'aimerais soit cultiver en pur, soit réintégrer dans mon mélange de base actuel. Mais voilà, c'est aussi l'idée de remettre du local, de l'histoire, de la culture dans l'alimentation et dans l'agriculture. Donc c'est un truc un peu transversal et qui pour moi peut ramener aussi du partage et voilà, et de la joie, du bonheur, tout simplement. Ouais. Ok, et justement, ça m'amène à apporter une petite précision pour les auditeurs qui me fait penser à... Enfin, quand tu parles de joie, de partage et de bonheur, ça me fait penser justement à cette petite précision que je voulais apporter aux auditeurs. Tu as parlé de l'association Triptolem et aussi de l'association Triticum. Juste pour vous dire, auditeurs, que ces deux associations sont des associations... Alors, Triptolem, c'est une association qui rayonne à l'échelle de la Bretagne, un peu Sud-Normandie et Pays de la Loire, et qui essaye de revaloriser la biodiversité cultivée, plus particulièrement des céréales, avec un gros travail sur la boulange au levain. Et l'association Triticum, c'est une association normande, pour le coup, qui est basée à Rouen et qui travaille aussi la biodiversité cultivée des céréales avec un axe
assez fort sur l'orge, mais aussi sur le blé, qui travaillent... voilà. Et ces deux associations travaillent de manière continue ou pas avec des chercheurs, et notamment à Triticum, il y a Isabelle Goldringer, qu'on espère un jour interviewer dans ce podcast, et qui va intervenir sur ta ferme bientôt. Alors quand les auditeurs écouteront cet épisode, ce sera passé, mais en tout cas, voilà, il y a des liens avec des chercheurs où on se pose des questions sur cette biodiversité. On fait des choses ensemble, et comme tu disais, voilà, pour ne pas être seul et partager de la joie, de la curiosité autour de ces céréales. Et tu as expliqué un petit peu pourquoi, voilà, ce qui t'intéressait dans cette biodiversité cultivée. Je t'ai entendu parler de ton mélange de blé actuel, que peut-être dedans tu vas remettre du Japheth. Est-ce que tu peux me parler de ce mélange? D'où il vient? Est-ce que tu l'as travaillé? Si oui, comment? Comment tu t'es approprié cette biodiversité cultivée de céréales et de blé en particulier? Alors, j'ai pas fait tout ce que je voudrais dans le domaine parce qu'il faudrait avoir 2 vies ou plusieurs bras. Moi, je suis allé un petit peu à l'efficacité au simple au départ. Je me suis procuré en fait trois sources au tout début. Ça devait être en 2016 ou en 2017. Donc, mon beau-frère m'a filé du rouge de Bordeaux parce qu'il en avait pas mal. Je l'ai après. Donc, au début, je l'ai cultivé en pur, puis j'ai fini par mélanger tout ça parce que c'était plus simple pour moi, et puis aussi convaincu que la diversité est une richesse. Donc il y a notre mélange de base actuellement, donc voilà, il est à base de rouge de Bordeaux, de 2 mélanges de blé de Redon, donc un qui vient de chez Claudine et François Serrand à Saint-Brice-en-Cogle. Donc c'est des gens qui font partie des greniers bio d'Armorique d'ailleurs aujourd'hui, voilà, qui nous avaient filé 25 kilos qu'on a multiplié. Et puis un autre qui avait transité par François Fétu, un collègue paysan boulanger, mais qui a dû passer dans le réseau normand via Jean Rétouve, via Arnaud Payola, voilà, qui sont des collègues paysans boulangers que certains connaîtront. Voilà, et donc un de mémoire avait 3 blés de Redon dedans, l'autre 6, avec un peu de rouge de Bordeaux déjà aussi dedans. Et voilà, et j'ai remis encore du rouge de Bordeaux dedans. Voilà. Donc 1 an, je les ai cultivés en pur, et puis j'ai décidé de les mélanger par simplicité, puis par goût intérêt pour tenter l'expérience de diversifier, parce qu'on lit des tas de choses qui disent que ça a plein d'intérêt. Voilà. Et puis à un moment, il y a un collègue qui m'avait refilé un mélange proche du mien avec du rouge de Bordeaux et du Corazan, notamment, que j'ai intégré. Bon, le Corazan, il a l'air d'avoir un peu disparu dans mon mélange. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un mélange essentiellement rouge de Bordeaux, blé de Redon, où il y avait 11 variétés, mais voilà. Je serais bien en peine, moi, en tous les cas, de les retrouver. Il faudrait faire des analyses plus profondes. Et en parallèle, depuis 4 ans, j'avais récupéré une collection de 250 variétés de blé ancien qui étaient cultivées par un paysan, un collègue éleveur et un maraîcher. Et il s'en servait plus parce que le maraîcher a arrêté, donc il me les a refilés. Et j'en ai choisi 19 que j'ai multipliés pendant 3 ans sur des micro-parcelles. Sauf qu'à un moment donné, pour moi, ça devenait trop compliqué. Et puis l'année vraiment où je commençais à avoir de la quantité de chaque espèce et variété, ça a été l'année 2023 qu'on connaît, qui a été une année quand même très compliquée pour la récolte. Donc j'ai réussi à sauver les semences, mais il n'y avait rien de significatif en test boulange chez nous. Donc j'ai choisi à l'intuition de me servir de cette base-là de semences pour créer des mélanges. Donc là, j'ai un mélange que moi j'avais fait déjà. Je l'appelle le mélange l'ami des vaches, où dedans il y avait de la nonnette de Lausanne, quelques blés poulards et mon mélange de base que je racontais tout à l'heure. Donc j'ai réintégré encore là d'autres collections de l'année 2023 dedans. Voilà, là, ça j'en ai 2 hectares. Et puis j'ai deux mélanges, dont le Japheth là, que m'a mis à disposition l'association Triticum. Donc le Japheth qui était un blé normand issu tout à fait du Sud-Manche. Voilà, ça collait tout à fait à ce que je recherchais. Et le mélange 1900, qui est un mélange... donc là, j'ai 2 fois 400 mètres carrés de ces 2 mélanges-là, qui est un mélange à base de Victor, Hâtif, Bon Moulin, Bordier, il y a 6 variétés, j'en oublie une. Mais bon, c'est facile à retrouver chez Triticum, ils ont ces références-là. Voilà, donc à voir ce que ça donne en pur. Et est-ce que je les garde en pur là, tel que je viens de vous les décrire, ou est-ce que je
je recombine des mélanges derrière. Nous, ce qui nous guide avec Rachel, c'est à notre mélange de base, remettre peut-être qui est sympa, mais on trouve, nous, qu'il manque un peu de typicité en couleur, en goût, voilà, et en rusticité. Donc on est un peu à la recherche de choses comme ça. D'où l'idée de multiplier d'autres variétés pour les intégrer ou pas au mélange, mais voir quoi. Et ça me fait penser qu'on a quand même une petite problématique, parce que nous on est dans une terre assez riche, et avec l'élevage, du coup on a pas mal d'azote. On a une problématique verse à travailler. Donc c'est vrai que le rouge de Bordeaux il monte trop haut. Alors l'averse, pour les auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est quand les blés tombent, ils se renversent, on pourrait dire ça comme ça, et quand ils sont très hauts, que les épis sont très lourds, que parfois en Normandie ou en Bretagne, il pleut, ça arrive très rarement l'été, mais ça arrive, et bien en fait les blés versent. Et c'est vrai que, voilà, comme tu as dit, ils sont très grands et il y a des zones de France où il y a une grande problématique verse avec ces blés qu'on dit anciens ou paysans qui sont grands. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est vrai que nous, là, on a eu le problème, donc on fait des blés depuis 2017, donc j'ai déjà eu le problème 2 fois. Donc en 2018, j'ai mis du fumier entre 2 cultures, j'aurais pas dû, donc il y a eu trop d'azote, donc ça a versé au premier orage. Et puis l'année dernière, 2023, parce que voilà, année très humide, et puis aussi, même si on trie énormément, la vesse, la petite graine, là, la guimineuse noire, on en a dans les semences de blé ancien, on a beau trier, il en reste toujours. Donc année humide, plus un petit peu de vesse, plus des sols assez riches, là on a 3 facteurs de risque qui augmentent les risques de verse, et moi en année humide à chaque fois j'y réchappe pas. Et là 2024 on n'est pas encore au stade de la récolte, mais je vois déjà là on est fin juin et j'ai déjà des ronds qui commencent à verser à cause de la hauteur dans les parcelles où on est en premier blé notamment, et puis de la vesse qui adore l'eau et du coup exerce un poids sur la récolte quoi. Donc je sais déjà que j'aurai sans doute encore un petit souci, donc j'ai quelque chose à travailler là-dessus, parce que là ça fait quand même 3 années sur 8, ça commence à faire pas mal quoi. Donc c'est vrai que les années sèches on n'en prend pas conscience. Qui verse en soi, pour moi c'est pas gênant, mais s'il y a beaucoup d'eau et qu'il est pendant longtemps, qu'il est à peu près mûr et qu'il est au contact de l'eau et du sol, voilà, c'est quand même compliqué. On peut avoir un développement de moisissure. Au moment de la récolte, les moissonneuses ont tendance à pas couper, à déchirer, donc on monte du caillou, ce qui a été le cas cette année. Cette année, il a fallu énormément trier pour enlever les saletés, mais pas que, aussi pour enlever les cailloux. Parce que comme c'était versé, on a tendance à monter des petites mottes de chaume et on a des petits graviers. Donc ça, voilà, on a un devoir de qualité pour nos clients. Donc voilà, ça complique quand même, quoi. Donc voilà, je sais que j'ai un dossier verse à rebâtir un mélange un peu plus solide, quoi, en paille. Ok. Eh ben, dans tout ce que tu nous as dit, j'ai entendu plein de choses. Alors, une petite précision pour les auditeurs. Tu as dit beaucoup de noms de variétés, entre guillemets, et tu as parlé aussi de blé poulard. Alors, juste, on est d'accord que toi, quand tu parles de blé ancien, c'est du blé tendre pour faire du pain. Petite précision pour les auditeurs, les blés poulards, ce sont des blés durs qui sont adaptés à plutôt des conditions d'Europe du Nord, enfin plus humides et fraîches. Peut-être qu'un jour on fera un épisode là-dessus aussi. Mais beaucoup de paysans boulangers qui travaillent sur justement les blés paysans et les blés anciens mettent un petit peu de ces blés durs dans les mélanges. Donc ce qui est un petit peu ton cas, c'est ça ? Oui, je commence à en intégrer là dans un nouveau mélange, donc on verra s'il se comporte bien. Il paraîtrait que ça ramène du goût, donc voilà, ça correspond tout à fait à ce qu'on recherche. Après, à vérifier. Ok. Et en tout cas, j'ai entendu que je t'ai demandé qu'est-ce que c'était que ton mélange actuel, et j'ai eu l'impression d'entendre que finalement t'en as plein et que tu as aussi des toutes petites parcelles en pur, c'est-à-dire des variétés qu'on t'a données, etc. Et qu'en fait tu composes ton mélange, tes mélanges, que tu t'adaptes, que en fait tu fais un peu de la recherche, de l'expé, t'es toujours un peu comme au moulin et en blé aussi, au moulin et au